Yo les bros, c'est Goji. Alors l'année dernière, j'avais posté à la même époque une vidéo sur Zoro et les origines d'Asura. Cette vidéo avait un aspect totalement différent des autres, une ambiance particulière y était posée, et je m'étais plus orienté sur l'origine de la manifestation du démon Asura plutôt que sur une éventuelle théorie. Aujourd'hui, je me suis dit que je devrais réparer cette erreur et faire ma première théorie sur les pouvoirs de Zoro en essayant d'omettre aucun détail, que ce soit Asura, la malédiction des sabres et même le mystère de son œil fermé. Enfin, vous verrez, mais je compte faire comme pour ma théorie sur l'éveil de Luffy, c'est-à-dire de rendre cette vidéo au sujet de Zoro et de sa puissance la plus complète que l'on puisse trouver sur YouTube et ainsi en sortir une théorie solide. Comme d'habitude, vu que ça va être une grosse vidéo, plusieurs parties s'imposent afin de pas trop se perdre. Alors dans la première partie, je vous expliquerai ce qu'est Asura, ainsi que les liens mythologiques qui l'entourent. Dans la deuxième partie, je vais surtout parler de sa malédiction, de ce qu'Asura représente désormais pour Zoro. Dans la troisième partie, on verra l'évolution de Zoro dans le futur, tout simplement, et on terminera en toute logique par une petite conclusion. Alors voilà, si jamais vous avez apprécié cette théorie, à la fin de la vidéo, montrez-le moi en laissant un petit pouce bleu, vous savez à quel point ça peut m'aider, et je vous remercie si vous le faites. Commençons donc la théorie. Partie 1, l'explication d'Asura et les liens mythologiques. On va débuter par une piqûre de rappel, histoire de partir sur une bonne base. Déjà, une grosse partie de cette théorie va se focaliser sur Asura, qui est la manifestation démoniaque qu'a émis Zoro lors de son combat contre Kaku du CP9. Alors que Kaku était persuadé qu'il s'agissait simplement d'une illusion, un tour que lui jouait son esprit, dans les faits ce n'est pas du tout la même chose. Tout a donc commencé au chapitre 417. À la fin de ce chapitre plus précisément, on voit sur plusieurs cases que la forme de Zoro a changé et qu'il possède désormais 6 bras et 3 têtes. S'il ne s'agissait que d'une simple illusion, elle ne serait présente que lors de la technique à 9 sabres Kitoryu Ashura. Or, même après avoir asséné le coup final à Kaku, Zoro possède toujours cette forme. C'est d'autant plus flagrant quand on sait que les deux pages ne sont pas du même chapitre. Celle-ci provient de la fin du chapitre 417, donc la page 18, et celle-ci provient de la première page du chapitre suivant, le 418. Il est aussi particulièrement intéressant de noter que lorsque Zoro reprend enfin sa forme normale, c'est au moment où il range ses sabres, comme si ce geste mettait fin à la manifestation d'Asura. Donc ces petits éléments me font penser qu'il ne s'agit pas que d'une simple illusion, mais bien d'une réelle forme d'Asura. Mais du coup, c'est qui ou du moins c'est quoi Asura ? C'est vrai que je commence déjà à beaucoup en parler, alors que finalement personne n'est encore totalement d'accord sur sa réelle signification. En réalité, il y a plusieurs catégories d'Asura suivant les mythologies et les religions, mais on va prendre les deux catégories principales, à savoir les Asura de la mythologie hindoue et les Ashura de la mythologie japonaise pour mieux cerner le sujet. Alors un Asura sans H est un être démoniaque de la mythologie hindoue. Ce sont les parfaits rivaux des Devas qui eux sont de réelles divinités et donc bien entendu considérés comme des dieux. Nombreux sont les Asuras représentés avec de multiples bras et de multiples têtes et c'est d'ailleurs cette particularité physique qui le représente si bien. Imaginez donc que les Asuras sont une catégorie de démons. Maintenant passons aux Ashura avec un H qui eux sont liés à la mythologie japonaise. Contrairement à leur homonyme hindou, les Ashura eux ne sont pas des divinités mais bien des guerriers tombés au combat. Ces esprits sont animés pour la guerre et par une certaine colère. Ils ont une volonté de vengeance très présente et c'est cette haine qui leur est totalement représentative. Bien évidemment, ils possèdent aussi 3 têtes et 6 bras et donc ils font parfaitement le lien avec la manifestation démoniaque que l'on a vu chez Zoro du coup. Surtout que ce fameux lien est encore plus marqué lorsqu'on prend conscience que les esprits des Ashura japonais peuvent très bien se référer aux guerriers qui ont péri suite à la malédiction des Kitetsu, la lignée des 3 lames maudites. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo sur les lames noires maudites que vous avez sûrement vu, donc je vais pas vous refaire tout le speech, mais en gros, je disais que Kitetsu, celui qui a forgé les lames du même nom, avait transféré une certaine âme et malédiction à ses sabres. Ce qui fait une référence directe à Muramasa Sengo, un forgeron de sabres japonais ayant vécu au XVIe siècle et dont ses créations étaient réputées pour être porteuses de malédictions. En effet, ces sabres étaient connus pour leur qualité exceptionnelle, mais surtout par les différents drames et destins tragiques que subissaient leurs porteurs, comme si ces sabres s'abreuvaient de l'âme de leur épéiste. Donc dans le cas de Zoro, de son Kitetsu et de Asura, ce serait plus ou moins la même chose. Tous les épéistes morts en portant les Kitetsu ont nourri cette malédiction et ainsi développé une entité qui est Asura. On reviendra sur ce point dans la deuxième partie. Avant tout, mettons-nous d'accord sur ce qu'est Asura. Donc voilà, comme je vous le disais, il s'agit d'une entité démoniaque qui peut être rattachée à plusieurs cultures différentes. Le problème c'est que suivant les cultures, ça peut tout changer. Les pouvoirs peuvent changer et la symbolique aussi. La mythologie et religion étant particulièrement présentes chez Zoro, on se doit d'être sûr de savoir de quelle mythologie ou religion justement il fait référence, ça aide beaucoup à théoriser. Et finalement, après avoir analysé les techniques de Zoro, je peux désormais affirmer qu'il ne fait pas de référence à une religion en particulier comme beaucoup le pensaient avec le bouddhisme ou l'hindouisme par exemple. Non, Oda se contente juste d'utiliser plusieurs mythes et religions pour faire passer Zoro pour un diable, un démon, ni plus ni moins. Comme je le disais, ce sont ces techniques qui me font penser ça, je n'ai trouvé aucun lien logique entre elles comme vous allez pouvoir le constater. Après l'ellipse, il a développé un nouveau Demon Slash, le Purgatoire Demon Slash.
Et le purgatoire n'est présent que dans le catholicisme, d'après mes recherches. Donc c'est déjà un indice sur le fait qu'Oda mêle plusieurs religions aux techniques de Zoro. Autre technique, Daibutsu Giri, qui signifie la coupe du grand Bouddha. Pas besoin de vous dire de quelle religion il s'agit du coup. Encore un autre exemple, sa technique Ishidai Sanzen Daisen Sekai fait référence à la cosmologie bouddhiste et à ses millions, voire même ses milliards d'univers. Rokudo no Tsujil, la première technique de Zoro vue après l'ellipse face au kraken géant, se traduit en à la croisée des six chemins. Et après quelques recherches une fois de plus, les six chemins sont sans aucun doute une référence aux six mondes de la mythologie japonaise et aux six destins de la mythologie bouddhiste. Et pour finir avec Asura, la technique est écrite sans H, donc de la façon hindoue, pareil concernant son illustration qui semble aussi très orientée sur la mythologie hindoue. Cependant, avec ce que j'ai expliqué au sujet des Ashura japonais, tout s'entremêle un peu et au final on comprend qu'Oda mixe certaines religions ensemble sans se baser sur une en particulier. Donc la technique de Zoro, Asura, est représentée par les Asura hindous, mais son origine est des Ashura japonais, avec les guerriers morts au combat, et puis la lame maudite par les âmes des guerriers. Voilà, c'est déjà une bonne chose de faite, je voulais vraiment faire un petit point mythologique dans cette vidéo, car après tout, sa place y est très importante. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie sans souci, de toute façon je risque de rajouter encore pas mal d'éléments, donc autant ne pas tous les condenser dans une seule partie. Partie 2, la malédiction d'Asura. Alors dans cette partie on va tâcher d'élucider certains mystères, comme par exemple les effets qu'a Asura sur le corps et l'esprit de Zoro. Le fameux œil fermé sera donc un des sujets principaux de cette théorie, mais pas seulement. Alors comme je vous le disais un petit peu plus tôt, le Sendai Kitetsu est sans aucun doute en lien avec l'apparition de l'Asura. Et plusieurs choses me font penser ça. Déjà, voilà, il y a cette histoire de malédiction des Kitetsu, c'est le point qui confirme le plus la théorie du démon se cachant dans le sabre. Dès sa première apparition dans le manga, le Sendai Kitetsu a été reconnu par Zoro comme étant maudit, et ça d'une façon très intéressante, car il a simplement ressenti la malédiction comme si une aura s'en dégageait. Pareil lors de l'arc de Water 7, où là c'est totalement confirmé par Zoro une fois de plus, car il sent littéralement le Kitetsu qui est porté par Chopper, alors qu'il n'a aucun contact visuel avec celui-ci, étant donné qu'il a la tête dans la cheminée. Il explique bien que ce sabre a une âme. Donc on peut en déduire, sans crainte de se tromper, que cette âme est le démon Asura qui est scellé à l'intérieur. Asura posséderait sa propre volonté et pour le coup ça expliquerait plusieurs choses. Les fameux épéistes morts de façon étrange qui ont précédé Zoro n'auraient tout simplement pas été à la hauteur d'Asura. Comme Ryuma le disait, un sabre choisit son propriétaire. Enfin, il ne l'a pas réellement dit de cette façon, mais lorsqu'il a donné son chouchoui à Zoro, il lui a bien dit que cette lame serait satisfaite de l'avoir comme propriétaire. Ce qui veut finalement dire la même chose. Les âmes vivantes dans le sabre, donc l'Asura dans le cas du Kitetsu, veulent un propriétaire digne de ce nom, c'est pour ça qu'ils le choisissent. Si le Sendai Kitetsu n'a pas tranché le bras de Zoro lorsque celui-ci a été lancé en l'air pour tester sa chance et la malédiction, ça expliquerait simplement par le fait que le démon résidant à l'intérieur de la lame a choisi Zoro comme étant digne d'être son propriétaire. Au final, ça me paraît juste logique et c'est la seule explication aux événements que je viens de citer. Comment expliquer que le sabre peut avoir une si grande influence sur un propriétaire autrement que par une entité qui vit à l'intérieur? Bon, alors du coup, je disais que j'allais évoquer son œil un moment, car effectivement, c'est un sujet qui me perturbe autant que vous. Au début, avant que je rentre dans le monde des théories One Piece, je m'en souciais pas spécialement. Je pensais juste que l'entraînement avec Mihawk n'avait pas été de tout repos. D'ailleurs, c'est ce qu'Oda avait déclaré lors d'une interview, il me semble. Mais je veux pas dire de bêtises car je n'arrive pas à la retrouver, donc on va pas s'attarder là-dessus. Bref, c'était juste mon ressenti, il s'agit d'une simple cicatrice de guerre. Je suis ensuite tombé sur des théories relatives à l'œil de Zoro et sur un éventuel pouvoir qu'il pourrait cacher. Comme par exemple que Zoro le garde volontairement fermé et ne l'ouvrira que quand la situation le permettra. Ou simplement que le démon est caché à l'intérieur de son œil. Ça a jamais été un grand délire pour moi ce genre de théorie, ça me paraît un peu surréaliste et pas réellement dans l'esprit de One Piece de ce qu'on a déjà pu voir dans le manga. Alors certes ça peut changer ou évoluer, Oda fait ce qu'il veut de son œuvre, mais personnellement j'ai pensé à autre chose de plus soft et qui s'accorde en plus très bien avec ma théorie de base. Donc je vous disais tout à l'heure que l'Asura dans le Kitetsu avait choisi Zoro pour le représenter. Ça sera en quelque sorte un pacte avec le démon. Qui dit pacte dit aussi condition. Et donc, l'une des conditions pour que l'Asura se donne à Zoro serait que celui-ci soit toujours à la hauteur de la puissance que lui donne le démon, ou alors il en subirait les conséquences. En gros, ça serait donnant-donnant. Pour qu'Asura lui prête sa force, Zoro doit s'en trouver digne, il doit se distinguer, car c'est de cette façon que l'entité l'a choisi la toute première fois sur Lockdown. Zoro avait le cran, la force et le courage. C'est un peu dur à expliquer, alors prenons en exemple la première apparition d'Asura dans son combat contre Kaku. Zoro avait la technique et la force, mais était malgré tout acculé par la puissance de Kaku. Il ne pouvait que parer ses attaques et il lui était impossible de passer à l'offensive. Mais au bout d'un moment, le démon s'est éveillé et ça se voit particulièrement bien. Zoro change de comportement et un ça suffit est retentit avec une brève apparition démoniaque. Vous connaissez la suite car Zoro bat Kaku très facilement. Donc voilà, on comprend qu'il y a une sorte de déclencheur pour qu'Ashura apparaisse à un moment particulier. Et c'est pareil lors de son attaque combinée avec Luffy et Sanji face à un pacifista sur l'archipel des Sabaody. Il n'avait d'autre choix que d'utiliser toute sa puissance pour vaincre ce monstre car ses autres techniques ne suffisaient absolument pas. Bref, jusqu'ici tout va bien, mais c'est justement durant l'entraînement de Zoro chez Mihawk qu'un problème a dû avoir lieu.
Personnellement, je n'étais pas présent durant cet entraînement et je n'ai pu le voir de mes propres yeux à mon grand regret. Mais d'après ma théorie, Mihawk a dû pousser Zoro dans ses derniers retranchements pour invoquer Asura. Cependant, problème, cela n'a servi à rien étant donné que Zoro n'a toujours pas pu prendre le dessus sur Mihawk. L'invocation du démon aura été totalement inutile et pour le coup ça n'aurait pas plu à Asura qui lui aurait pris son œil. L'œil de Zoro est sans aucun doute une sorte d'offrande au démon car cette faible cicatrice traversant l'œil de Zoro ne peut être réellement la cause de la perte de son globe oculaire. On le voit très bien avec Crackers ou Riley par exemple dans le manga. Riley a aussi une cicatrice similaire et pourtant il a toujours son œil. Crackers a lui une cicatrice beaucoup plus imposante et pourtant il n'a toujours pas perdu son œil non plus. Donc je pense que la cicatrice de Zoro est là pour nous prouver que ce n'est pas l'attaque qu'il a subie qui lui a fait perdre son œil, mais bien autre chose. Je pense que le démon est tant exigeant que lorsque Zoro s'est retrouvé blessé à l'œil durant son entraînement, Asura lui a pris cet œil comme punition. Comme je le disais, ça serait la condition. Si Asura est invoqué mais que Zoro ne surpasse pas son adversaire, le démon lui prend quelque chose en contrepartie. Ce qui se calque d'ailleurs parfaitement avec la conviction de Zoro de ne plus perdre un seul combat comme il l'a juré à Luffy. Ça fait aussi écho aux sabreurs qui sont morts de façon étrange en portant un Kitetsu. Le démon présent dans le sabre ne le trouvait pas à la hauteur et faisait en sorte de se débarrasser de lui au plus vite. J'ai aussi pensé à une certaine chose parce qu'un événement particulièrement important s'est produit entre l'arc d'Enies Lobby et de l'archipel Sabaody. Je parle bien sûr de Trailer Bark. On pourrait parler du combat de Zoro contre Ryuma, mais dans l'immédiat ce n'est pas le sujet, on va s'orienter vers son face-à-face avec Kuma. Vous savez très bien que Zoro a encaissé toute la douleur et la fatigue que Kuma a expulsé du corps de Luffy grâce à son fruit du démon. Cependant, il n'était pas du tout censé survivre à ça. Certes, Zoro a une endurance exceptionnelle, nous l'avons vu et compris à de nombreuses reprises dans le manga, sauf que dans le cas de son sacrifice pour Luffy, il a quand même encaissé la souffrance et la douleur d'une autre personne mourante alors que lui-même était aux portes de la mort. Tout comme le mystère de son œil, sa résistance à ce moment-là ne m'avait jamais trop intrigué. Mais après avoir commencé à réfléchir à écrire cette théorie, je me suis dit que ça pourrait être justifié par Asura une fois de plus. Le démon aurait agi de façon à ce que Zoro ne meure pas en absorbant une partie des dégâts ou en augmentant sa résistance à ce moment précis. En fait, le démon agirait un peu comme un ange gardien dans certains cas ou comme un bourreau dans d'autres. Tout dépendrait de la situation. Le sacrifice et la conviction de Zoro pour protéger son capitaine étant exemplaire face à Kuma, Asura l'aurait trouvé une fois de plus digne d'être sauvé. Bon, je pense avoir bien fait le tour de cette catégorie, mais j'aurais voulu parler des autres épéistes maudits en général, notamment Mihawk et Cavendish. Je suis persuadé que nombreux sont les sabres apportant une malédiction à leurs possesseurs et qui ne sont pas des Kitetsu. Par exemple, Oda lui-même a déclaré que le Nodashi de Trafalgar Law est lui aussi maudit. Bon, du côté de Cavendish, on sait qu'il est porteur de la malédiction d'Akuba, une sorte d'alter ego maléfique possédant sa propre volonté et qui apparaît un peu quand il le souhaite. Il est grandement possible que son épée Durandal fasse partie de la catégorie des Saijo Owasamono, les 12 meilleures lames du monde. En effet, elle a été introduite comme étant l'une des meilleures lames du monde dans le chapitre 708 et du coup, elle peut probablement être elle aussi porteuse d'une malédiction, et ça serait donc la malédiction d'Akuba. Mais là où je veux en venir, c'est que lorsque Cavendish parvient à prendre à moitié le contrôle d'Akuba en voulant sauver Nico Robin vers la fin de Dressrosa, on distingue un gros changement au niveau de leur œil. La face gauche contrôlée par Akuba et la face droite contrôlée par Cavendish, qui a réussi à s'éveiller et résister à Akuba, ont désormais des yeux similaires à ceux de Mihawk, alors qu'à l'origine, Cavendish avait de simples yeux bleus. Ce changement est autant présent dans le manga que dans l'anime, et si j'en parle, c'est que d'après moi, il s'agit d'une preuve irréfutable que Mihawk contrôle lui aussi un démon. Il doit s'agir d'un certain stade atteint dans la malédiction. Une fois que, comme Cavendish, tu parviens à prendre un contrôle sur le démon, ou du moins tu arrives à prendre l'avantage sur lui, eh bien un changement au niveau des yeux doit s'effectuer. Alors je ne sais pas pourquoi exactement, je relate juste l'effet du manga, j'en déduis juste que tout ça peut avoir un lien avec ma théorie actuelle, mais ça peut avoir aussi aucun sens. Cependant, s'il s'avère que tout ça est bien vrai, si Zoro parvient à prendre le dessus sur Asura à l'avenir, il est bien possible que ses yeux changent par moment. Dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, il n'est pas qu'une question de fanboyisme ou autre fantasme incohérent. Il y a vraiment quelque chose qui tourne autour des yeux et des malédictions, et c'est Cavendish qui le prouve. Du coup, on verra. N'hésitez pas à développer votre propre idée à partir de ça. Personnellement, je voulais simplement faire une parenthèse sur ce sujet qui m'intrigue depuis déjà pas mal de temps, et cette vidéo était l'opportunité parfaite pour en parler. Allez, on passe à la troisième partie sur l'évolution de Zoro dans le futur. Alors cette partie sera un peu plus légère, on verra juste comment Zoro peut évoluer à l'avenir sur le plan de la puissance ou des techniques. Il en va sans dire que Wano Kuni sera un arc primordial pour la mise en avant de Zoro. Enfin en réalité rien n'est sûr à ce sujet, mais ça semble tellement logique qu'on ne veut pas avoir une autre personne mise en avant que lui durant cet arc. Ça permettrait de lever le voile sur beaucoup de mystères liés aux épéistes aussi, avec les malédictions, les fameux sabres noirs ou la découverte de nouvelles lames exceptionnelles. Enfin bref, même là actuellement je sais pas par où commencer parce que j'ai finalement pas mal de petits sujets à aborder, comme par exemple sa capacité à couper
couper le feu. On en parle souvent, c'est vrai, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal une fois de plus. Cette capacité a été introduite par Kinemon sur Punk Hazard et c'est ce qui a créé un certain intérêt chez Zoro pour les samouraïs de Wano. Il existe aussi un foreshadow présent depuis l'arc de Little Garden où les sabres de Zoro prennent feu et cela semble beaucoup plaire à ce dernier. Donc de ce côté-là, on peut être certain que de nombreuses nouvelles capacités seront révélées et Zoro en tirera sûrement un certain profit. Ensuite, pour clôturer le sujet d'Asura, je vois bien Zoro créer de nouvelles techniques autour de puissants Asura de la mythologie tels que Ravana, Kandahaka ou Bali. Par exemple, pour Ravana, il faut savoir que ce démon est représenté avec 10 têtes et 20 bras. Et il pourrait très bien s'agir de la technique ultime de Zoro lorsque celui-ci aura parfaitement pris le contrôle de son Asura. D'autant plus que dans la mythologie, Ravana est considéré comme un roi démon. Vous pouvez me rappeler qui a été le premier personnage de One Piece à être considéré comme l'incarnation du démon? Roronoa Zoro. Roronoa Zoro, le roi démon. Ne serait-ce pas un peu dans la même veine que Riley, le Seigneur des Ténèbres finalement? Bah oui, vous vous êtes sans doute déjà demandé d'où vient le titre de Riley. C'est loin d'être anodin, qui plus est, lui aussi est un sabreur. Avec l'histoire des malédictions et des démons des sabres, ça m'étonnerait que le titre de Seigneur des Ténèbres ne soit que la source d'un pur hasard. Peut-être que Zoro aura lui aussi un titre vantant ses pouvoirs démoniaques à la fin de l'histoire. Après tout, on a bien vu que Zoro est énormément lié aux démons et à la mythologie, donc pourquoi pas un titre en rapport avec ses affiliations mystiques. Toujours dans la même veine, et là c'est cool parce que ça mêle plusieurs hypothèses citées dans la vidéo, Zoro dit quelque chose de particulier en portant le coup final à Kaku dans le chapitre 417 encore une fois. La souffrance est bienvenue sur la voie du carnage. Alors au premier abord, ça semble une fois de plus anodin, mais quand j'ai enfin activé le peu de neurones que j'ai pour donner un sens à cette phrase, j'y ai trouvé un truc très intriguant. En effet, si on revient sur la technique les 6 chemins que j'avais mentionné plus tôt, on découvre que les deux choses sont liées. Et oui, les 6 chemins, les 6 destinées ou les 6 voies dans la mythologie bouddhique et la mythologie japonaise sont les mondes où sont répartis équitablement les dieux, les démons, les humains, les animaux, les esprits des défunts et les enfers. Il y a quelques différences suivant la mythologie, mais vous voyez le délire. Du coup, quand Zoro utilise la technique à la croisée des 6 chemins, ça nous prouve qu'il est dans un état oscillant entre la voie des démons et la voie des demi-dieux belliqueux, à savoir les Asuras, où le carnage est de rigueur. C'est vraiment compliqué à expliquer les bros, mais j'espère que vous aurez cerné le délire. Bon, du coup j'en ai fini avec cette petite partie, on va passer à la conclusion. J'avais encore quelques petits sujets à traiter, mais la vidéo serait beaucoup trop longue, donc on verra ça dans quelques mois si je trouve de nouveaux éléments. Alors, pour la conclusion... Je dois avouer que j'ai eu pas mal de difficultés à écrire cette théorie. J'avais plein de petits trucs à dire qui ne constituaient pas une théorie à part entière, exactement comme la théorie sur l'éveil de Luffy. Du coup, j'espère que ça n'a pas été trop le foutoir. Normalement, j'ai fait en sorte d'organiser le script pour suivre un certain fil conducteur, donc vous devez ne pas être trop perdu. Personnellement, moi j'en suis assez content. J'ai repris pas mal d'éléments qui ont été énoncés dans d'anciennes vidéos, mais ces éléments-là liés à de nouvelles idées et découvertes que j'ai pu faire rendent la théorie plutôt cohérente au final. J'espère que mon idée autour du démon qui possède sa propre volonté et réclame certains sacrifices vous aura charmé, car ça occupe vraiment une grosse partie de cette théorie, notamment sur le sujet de l'œil de Zoro que je n'avais pas encore abordé depuis plus de 2 ans que je fais des théories. Pareil pour le titre de Zoro, le roi démon, ça fait écho en plus à une théorie que la toute première théorie que j'avais faite sur YouTube, qu'il s'agissait donc du fameux Haki des rois de Zoro. C'est vrai que là ça fait pas mal écho parce qu'on se dit que pour avoir le Haki des rois dans One Piece, il faut avoir une prédisposition royale ou du moins avoir un certain titre, comme par exemple Riley, qui est le Seigneur des Ténèbres, possède lui le Haki des rois. Et donc c'est en partie justifié grâce à ce titre qui est de Seigneur des Ténèbres. Donc Zoro, le roi démon, celui qui a réussi à dompter son entité démoniaque, ou même plusieurs entités démoniaques, qui sait. Je trouve que finalement ça fait un bon compromis et ça peut développer quelque chose de très cool dans One Piece. Donc voilà les bros, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour l'attente qui fut très longue, mais j'espère que ça en aura valu le coup. Bon, trêve de bavardage inutile qui rallonge la vidéo pour pas grand chose. Je vous dis à la prochaine les amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.